Nous sommes heureux de vous accueillir et de voir que ce sujet sensibilise un grand nombre de personnes. Et donc, personnes qui partagent avec nous et ce souci de lutter contre l'extrême droite. Oui, merci beaucoup Françoise. Cette soirée est organisée par ATTAC, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, les Amis du monde diplomatique, et puis au niveau syndical, la FSU, la CGT et Solidaire, et puis ensuite avec le soutien des associations étudiantes M22M et Mars. Oui, avant de laisser la parole à Willy Pelletier pour cette conférence débat, je vais lire un petit texte de présentation, d'introduction qui a été écrit collectivement par les différentes organisations qui ont organisé cette soirée. Liberté, égalité, fraternité. La République française est fondée sur des principes d'émancipation, de partage et de solidarité. Lorsque l'extrême droite se réclame de ces valeurs, ce n'est que de façon restrictive et surtout pas universaliste. Sa victoire idéologique lors du vote de la loi immigration en décembre dernier l'atteste. Comment comprendre les raisons de la montée des partis nationalistes? Les instituts de sondage placent le Rassemblement national en tête des élections au Parlement européen qui se tiendront ce dimanche 9 juin. Et la possibilité de voir ce parti remporter les élections présidentielles de 2027 grandit. Bien que la progression du RN reste jusqu'à présent contenue dans le Béarn, Marine Le Pen est arrivée première aux 2 tours de la dernière élection présidentielle dans la ville populaire de Mourinx, au cœur du bassin industriel de Lac. Rien n'est toutefois joué d'avance. Il nous appartient d'écrire l'histoire. Il nous faut, plus que jamais, amplifier nos luttes contre les idées d'extrême droite. Pour ce faire, nous devons toujours mieux armer intellectuellement nos convictions. Nous devons nous procurer les outils d'analyse et de compréhension afin d'agir efficacement. Si nulle partie du corps social n'est exempte de la possibilité de céder à la tentation de faire confiance à ce qu'on n'a jamais essayé, il nous faut porter un intérêt renforcé aux visions du monde social et aux positions des membres des classes populaires, qui représentent près de la moitié de la population française. En effet, lorsque les ouvriers et les employés ne s'abstiennent pas d'exercer leur droit électoral, ce qui est aujourd'hui leur attitude majoritaire croissante, ils se sont mis à voter pour ces partis, et singulièrement pour le Rassemblement national. Il est de la plus haute importance d'amplifier nos combats, car la France, comme n'importe quel pays, est d'abord une société populaire, en nombre et en valeur. Et les classes populaires ont été, par le passé, la force électorale majeure des progrès socio-économiques et culturels. Aussi, nous sommes très heureux d'inviter Willy Pelletier, le sociologue Willy Pelletier, qui est co-directeur du récent ouvrage « Pourquoi tant de vote RN dans les classes populaires » que vous avez ici devant vous sur la tribune, à venir débattre donc avec nous de ce problème politique urgent. Je laisse sans plus attendre la parole à Willy. Alors, je pense que la date est finalement idoine, parce que qui ne voit pas aujourd'hui que le Rassemblement national risque de faire un score électoral, tout l'indique, épouvantable. Avec des votants, alors c'est des instituts de sondage, etc., mais qui précisent qu'ils sont certains d'aller voter pour le Rassemblement national. Donc ça risque de varier à 1%, peut-être 2 près, mais pas loin. Quoi qu'il en soit, nous sommes à un électeur sur 3 qui s'en va voter Rassemblement national. La situation est dramatique, hein. Je pense que tout le monde ici en est conscient et conscienteux.
Le Rassemblement national, arrivant aux affaires, semblait, il y a quelques années encore, de la science-fiction, ou folklorique, fantaisiste. Je me souviens sur France Culture d'émissions que je faisais où personne ne voulait considérer l'alerte au sérieux. Bien. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible parce que beaucoup de gens qui ont voté contre Le Pen à la dernière présidentielle n'en peuvent plus de ce pouvoir et n'iront plus voter pour un clone de ce pouvoir. Donc les accidents historiques électoraux, ça existe. N'oublions jamais qu'Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes. Ça existe. Et je ne dirais pas que Marine Le Pen égale Hitler, je dirais même beaucoup d'autres choses, mais néanmoins, avec tout l'arsenal sécuritaire mis en place déjà par Macron, il n'y a plus grand-chose à faire en réalité pour le Rassemblement national pour que la situation soit épouvantable. Et que nous, dans cette salle, on soit interdit de se réunir dans cette salle. Et que nous, dans cette salle, on soit interdit tout court. Rendons-nous compte de ça. Parce que la situation est celle-ci. Bien. Qui dit un Rassemblement national au pouvoir, dit des commissaires de police, des directeurs départementaux de la police nationale, nommés par le Rassemblement national, des préfets nommés par le Rassemblement national, des procureurs qui seront sous la coupe en réalité d'un ministère de la Justice, Rassemblement national. Mais je ne sais pas si on se rend bien compte de la situation. Ça ne veut pas dire, disant cela, que le gouvernement actuel est acceptable. Je pense qu'on sera un certain nombre à juger qu'il est absolument inacceptable. Bien. Mais le Rassemblement national constitue un danger évidemment absolument dramatique. D'où la nécessité, je crois, de cibler juste. Et pendant des décennies, nous n'avons contre Le Pen pas ciblé juste. De telle sorte qu'elle a monté, et qu'elle va continuer. Les mêmes causes sociales produisant les mêmes effets politiques, elle va continuer. Donc je voudrais très rapidement, parce que l'essentiel c'est qu'on puisse échanger entre nous, aborder peut-être 3 points. Le premier consiste en l'énoncé de quelques idées fausses relativement au Rassemblement national. Le second revient sur cibler juste les causes sociales du vote du Rassemblement, enfin des votes du Rassemblement national. Et le troisième tente d'explorer, mais c'est vraiment là la discussion peut-être que nous devons avoir, comment résister. Puisqu'aujourd'hui, nous ne résistons pas en réalité, de telle sorte qu'il semble irrésistible. Tout comme Jordan Bardella sur TikTok, auprès d'un certain nombre de personnes jeunes qui s'en vont se faire photographier avec lui. Mais ce n'est pas un phénomène marginal. Donc, quelques idées fausses sur le Rassemblement national. Oui, par exemple, et c'est l'un des points importants dans l'ouvrage qui a été mis en évidence notamment par le professeur de sciences politiques Daniel Gaxi, il n'existe pas un électeur type Front National. Il n'existe pas même un électorat Front National. Les gens qui votent Front National, par exemple, premièrement, pas comme nous, pas comme les amis du Diplo, pas comme les gens de la LDH ou d'Attaque, ou du SNESU, ou de la CGT, enfin quoi qu'il y ait des gens de la CGT qui votent Front National, mais Rassemblement National. Et des gens de la CGT qui luttent contre ceux qui votent Front National organisation. Mais beaucoup de gens qui votent Rassemblement national ne votent pas Rassemblement national pour le programme du Rassemblement national. C'est une erreur de gens ultra politisés comme nous que de croire que ces gens même connaissent le programme du Rassemblement national. Ils ne le connaissent pas. Bien. Et quand ils le connaissent, en bribes, ils ne sont pas nécessairement d'accord.
Les motifs des votes, il faut s'en rendre compte, sont extraordinairement hétérogènes. Moi, j'ai travaillé plus spécifiquement, je viens de la fac d'Amiens, je travaillais plus spécifiquement en Picardie. Et où j'ai, dans mes enquêtes, et les enquêtes d'autres collègues, bien sûr, je pense à Fatima, par exemple, d'origine marocaine, vendeuse, qui vote Front National avec cette justification de vote. Oui, mais enfin, on dira ce qu'on veut, mais enfin, Marine Le Pen, elle a su dire merde à son père. Elle a su dire merde à son père. Et puis ces bonhommes, elle se fait pas marcher dessus par eux, hein. Fatima, divorcée. Ces bonhommes, elle se fait pas marcher dessus par eux. Bon. Et quand on lui demande, mais est-ce que tu es d'accord ou pas, non, mais en plus, bon, Marine Le Pen, elle dit des conneries. Je votais pour elle, hein. Elle dit des conneries. Tous les trucs sur les musulmans, c'est des vraies conneries. Je votais pour elle. Donc il ne faut pas croire et ne pas prendre des gens pour des abrutis, parce que ça procède de vraies oppositions dans leur vie. J'ai coutume de dire, les gens votent avec leur vie. Telle leur vie est faite, avec ses conflits, avec ses points de clivage, avec ses fractures, avec ses fragilités, avec ses espoirs rentrés ou brouillés, ou rendus impossibles, et tels votent les gens. Il ne faut pas croire, par exemple, que Fatima, dont je vous parle, est une idiote. Non. Ce qui lui importe dans son existence, c'est par exemple le rapport à son père. C'est par exemple le rapport au mec. Et elle vote Marine Le Pen. Alors, les électorats, et c'est pourquoi Daniel Ghexi invite à parler de conglomérat électoral, pour dire l'hétérogénéité de cet ensemble de gens très disparates qui votent Rassemblement National pour des raisons inverses parfois. Daniel Ghexi donc invite à parler de conglomérat électoral, et oui, bien sûr, les raisons peuvent être inverses. Se retrouvent dans le vote Rassemblement National des personnes qui sont petits artisans, petits commerçants, auto-entrepreneurs, souvent précaires par ailleurs, hein, bon, et qui, eux, sont contre les taxes, et qui, eux, sont contre les impôts, et qui, eux, sont contre les aides sociales, sur le mode, moi je me suis fait tout seul, hein, à la force du poignet, bien, qui veut peu, et puis les autres, c'est des assistés, c'est des feignants. Et puis vous avez aussi beaucoup de gens qui sont soit au chômage, soit retraités, soit ouvriers, ou ouvriers, puis au chômage, puis ouvriers, puis bien, qui votent Rassemblement National et qui sont absolument pour les aides sociales, absolument pour les protections sociales, absolument pour les impôts, pour les autres. Et qui, en Picardie, par exemple, dans nombre de villages, ont ce concept étonnant. Hein. Il y en a marre des... En fait, il y en a ras-le-bol des bougnoules blancs. Des bougnoules blancs. Ce qui est un concept qui mérite quand même l'attention, mais qui signifie, ou quoi, les cassos, quoi. C'est-à-dire des gens qui vivent avec les aides sociales. Et quand on discute avec les personnes, on s'aperçoit qu'elles vivent autant, si ce n'est plus, des aides sociales, que celles et ceux qu'ils dénoncent. Et donc, une fois qu'on a vu cela, une fois qu'on a vu également le volume, les millions de personnes qui votent Rassemblement National, alors il faut avoir à l'esprit aussi ce dernier point, peut-être, pour être très rapide, puis on discutera ensuite, mais les gens autour de chez moi, les villages autour de chez moi, votent Rassemblement National à 78%, parfois 80%. Pas 1, 2, 3, non, tous. Tous. Quand je vais faire mes courses, enfin faire nos courses, enfin je vais pas très souvent, plus quand c'est pas très bien, mais c'est plus comme ma femme, mais bon. Quand j'y vais néanmoins, bon, tous les gens que je vois, votent Rassemblement National. Mes voisins, tous mes voisins, votent Rassemblement National. Et je vais vous dire un grand secret, ce ne sont pas des monstres. Ce sont des gens, quitte à vous choquer, comme vous.
et parfois même, mieux que vous, je ne sais pas, j'en doute, mais mieux que moi, oui. Beaucoup, notamment mes voisins proches, sont des gens extrêmement aidants. Dans la commune où on est, en Picardie, entre Noyon et Soissons, dans la commune où on est, sans quelques-uns de ses voisins, tout simplement on ne s'en sort pas. Ce sont des gens qui parfois sont mariés à des Tunisiennes, pour mon voisin, à des Algériennes autrement, ou un peu plus loin à une Sénégalaise. Ce sont des gens dont les enfants ne sont pas des Ariens pure souche. Ce sont des gens qui ne sont pas des monstres, qui aiment leurs enfants, qui adorent leurs petits-enfants, qui se plient en quatre. Alors c'est là où il y a un vrai problème quand même. Parce que c'est trop facile de placer en extériorité, en monstruosité, en bêtise, presque des bêtes, bestialiser les gens qui votent le Rassemblement National. Ce serait trop beau, je vais dire. Mais c'est pas ça. Les millions de personnes qui votent Rassemblement National, c'est pas ça. Et c'est là où l'histoire devient sérieusement plus compliquée et évidemment sérieusement plus dangereuse. C'est pourquoi, bien évidemment, les croisades morales contre le Rassemblement National, sur le mode, moralement, ils sont quand même très coupables. Ça ne fait pas bouger d'un iota les personnes qui votent Rassemblement National. Les dénonciations des scandales, et Dieu sait s'ils sont nombreux, ou c'est une héritière, Marine Le Pen. Et c'est vrai, totalement. Elle vient du peuple, non, de la très haute société, Marine Le Pen. Mais ça n'a aucun effet sur le volume des votes Rassemblement National. Les mouvements antifascistes, j'en ai fait partie, je sais de quoi. J'ai été parmi ceux qui sont fait charger par d'abord les services d'ordre du Rassemblement, du FN, puis les flics, puis pour interdire les meetings de Le Pen. Et existe aujourd'hui des collectifs antifascistes, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Et on fait plaisir à qui? À soi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ça sert à quoi dans la lutte contre les voix qui s'accumulent sur le nom de Marine Le Pen? Moi j'en fais partie, je le ferai éventuellement, je recommencerai, allez, tous mes copains y sont, évidemment que j'irai avec eux. Mais ça sert à quoi? Strictement à rien. À rien. Voilà. Ça ne cible pas juste. Et d'ailleurs, si nous avions ciblé juste, le Rassemblement National qui était à 0 et quelques pourcents il y a encore 50 ans ou 40 ans, ne serait pas aujourd'hui à 33, 34% peut-être. Et au seuil du pouvoir en 2027, vraisemblablement. D'autant que, et je m'arrêterai là sur ce point, évidemment, les ralliements, on le voit avec le patron de Frontex, on le voit avec tel commissaire de police, on le voit avec beaucoup de hauts fonctionnaires. Là, je lisais récemment encore un élu, un conseiller de Paris, LR. Les gens vont se ruer sur l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'ils font carrière. Auparavant, pour faire carrière, la marque c'était les Républicains. Les Républicains, ça ne permet plus de faire carrière. Autant aller là où ça fait carrière. De toute façon, autant le dire tel que c'est, entre le logiciel Ciotti et le logiciel Bardella, il y a, si l'on veut, une feuille de papier à cigarette, mais alors il faut qu'elle soit très mince. Très très mince. Bien. Et donc, le danger est d'autant plus sérieux qu'il est faux de croire que Marine Le Pen n'aura pas les pouvoirs de gouverner. Elle l'aura, parce que beaucoup de gens de droite accepteront, et parce qu'elle saura faire pour ne pas se mettre à mal le patronat qui n'a jamais été véritablement gêné par l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.
Alors passons maintenant, j'allais dire, à un autre point, le second, pour ne pas être trop long, qui sont les causes sociales du vote Rassemblement national. Elles sont donc, vous l'aurez saisi, très diverses, éparses. J'en mentionnerai juste 3 qui tiennent à 3 groupes sociaux différents et en même temps, très rapidement pour les 2 premiers, puisque l'essentiel des votes Rassemblement national viennent des mondes ruraux pauvres en réalité. Hein. Bon, j'étais l'autre jour pour les Amis du Diplôme d'ailleurs, hein, en Haute-Saône. En Haute-Saône, comme en Pas-de-Calais, j'ai été l'autre jour aussi, comme en Picardie, vous avez un nombre considérable de députés, Rassemblement national, mais dans le Sud également. Alors, sur les causes sociales des votes Rassemblement national, car en fait, comme je le disais, sans s'en prendre à ces causes sociales, rien ne changera. Rien ne changera. Elles sont très compliquées. Beaucoup qui aiment la pensée réductrice ont dit le vote Rassemblement national, c'est un vote de déclassement. C'est une connerie, hein. Bon, c'est une connerie totalement. Voilà. Beaucoup de votes Rassemblement national viennent par exemple des zones pavillonnaires, c'est-à-dire de gens qui sont propriétaires de pavillons. Et ces personnes ne sont pas du tout dans le déclassement. Au contraire, ces personnes sont dans une trajectoire de petite promotion sociale. De petite promotion sociale. Bien. Mais il y a des micro-désajustements, il y en a quelques-uns qui sont advenus et qui les font chier. Leur carrière, qui auparavant était une carrière de promotion, aujourd'hui, et jusqu'à certains niveaux dans l'entreprise, aujourd'hui c'est ralenti, voire ils ne progressent plus. Bien. Leur salaire ne progresse plus. Par contre, ils sont fortement endettés. Et ça, l'endettement ne diminue pas. Bien. On a des trajectoires ascendantes, hein, pas du tout des trajectoires de déclassement, mais dans la reconnaissance au travail, par exemple, auparavant, avant qu'ils ne deviennent contremaîtres ou des petites classes moyennes, c'était les premiers des ouvriers, et maintenant ce sont les derniers des cadres. Ils ont amené leurs enfants, ils croyaient que leurs enfants, parce que la promotion sociale, parce que les pavillons, parce que, voilà, allaient réussir, décoller. Non. On connaît le phénomène, les universitaires le connaissent bien, de l'héritage du capital culturel qui fait, pour beaucoup, la réussite à l'école. Ça ne se transforme pas comme ça. Et y compris dans le rapport aux autres enfants de cette zone pavillonnaire, les leurs sont souvent ceux qui réussissent le moins. Micro-désajustement, mais qui s'accumulent. Et vous voyez, chez nous, en Picardie, dans les zones pavillonnaires, mais j'invite toujours les gens à venir en Picardie. C'est moins sympa qu'être à Pau, hein, je vous assure. Hein. Donc j'y invite à titre tout de même de voyage d'études, plus que de voyage sympathique et de congé estival. Mais fleurissent les drapeaux bleu, blanc, rouge. Alors moi au départ j'étais con, hein, je me suis dit que c'est parce qu'il y a la Coupe d'Europe. Bah non, ils sont restés, parce qu'il y a la Coupe d'Europe, non, ils sont restés, mais il faut qu'ils restent. Et en fait, il y en a de plus en plus, alors même qu'il n'y a pas de coupe. Donc, ça veut dire quelque chose quand même. Arborer. Et je vous assure, ce n'est pas des petits fanions. Hein. Ce sont des choses où les gens disent quoi? Alors c'est là où on commence à être sérieux. Disent quoi? Disent ce qui fait leur valeur. Quand beaucoup de choses qui font leur valeur s'effondrent. J'en viens sur l'essentiel maintenant, parce que autrement je vais être trop long. Si on ne m'arrête pas, de toute façon je suis trop long. Donc j'en viens sur l'essentiel, que sont les votes en monde rural pauvre. Puisque beaucoup de votes viennent de là. On a une population qui vit dans un monde qui s'effondre. Pour nous, c'est des mots, hein. Pour moi, c'est des mots, c'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas mes potes, hein. Qui vit dans un monde qui s'effondre.
ça veut dire que pour ces gens qui travaillent dur depuis toute leur vie, et dont les parents ont travaillé dur toute leur vie, eh bien, ils sont au chômage, eh bien, ils sont sur des emplois précaires, eh bien, c'est l'alternance entre le chômage et les emplois précaires, eh bien, c'est la chute sociale, c'est en tout cas, et notamment avec l'inflation, un monde où personne ne peut plus aider personne. Les anciens ne peuvent pas aider les plus jeunes, qui ne peuvent pas non seulement aider les anciens, mais même aller les voir. C'est un monde, le monde d'où je viens, où les routes ne sont pour large d'entre elles plus praticables. Cela revient aux communes, aux départements, qui sont étranglés par l'absence des prélèvements obligatoires qui auparavant venaient de l'État. Mais l'État mène une politique d'austérité libérale. Avec ces routes, il n'y a plus de circulation, beaucoup, vous savez. Oui, je le disais, les petits-enfants ne viennent plus voir leurs grands-parents, les aides ménagères ne viennent plus, sur certains hameaux, sur le mien, ne viennent plus, les livreurs non plus d'ailleurs, hein, les livreurs non plus. Si vous êtes où je suis, commandez pas Amazon, hein, ça n'arrivera jamais. Bon, ça n'arrivera pas. Bon. Mais les infirmières se déplacent peu également. Les services publics ont disparu. Les services publics ont été massacrés et ont massacré les vies. Je ne dirais qu'un mot, par exemple, sur les maternités de proximité, qui ont toutes été liquidées dans ce pays. Toutes étaient liquidées dans ce pays. Ça signifie quoi pour les femmes? Ça signifie pour les femmes, minimum, 1h30 de route pour aller dans des centres hospitaliers régionaux où, lorsque les douleurs commencent à vous vriller le ventre. Si ça va bien, et de nuit, sur des routes départementales, si ça va bien, et de nuit, sur des départementales. Car où je suis, c'est des zones agricoles terriblement. Ça signifie que vous avez des engins agricoles qui font leur taf. Et les engins agricoles, je vous assure, vous ne les doublez pas. Hein. Et les engins agricoles, c'est 30 km/h. Ce qui fait que vous avez un nombre considérable de femmes qui aujourd'hui accouchent sur des aires de parking, sur des parkings d'Intermarché, accouchent aux urgences parfois, quand un hélicoptère peut se poser, accouchent chez elles. Les maternités de proximité qui ont disparu, non, elles n'ont pas disparu toutes celles-là, elles ont été liquidées par les gouvernements Macron, liquidées. Bien. Ça signifie, on a constitutionnalisé l'IVG, mais qu'en réalité l'avortement est impossible à pratiquer, et notamment pour toutes les lycéennes ou toutes les collégiennes. Il faut prendre le train, mais il n'y a pas de train. Il faut prendre le car, mais il n'y a pas de car. Il faut y aller comment? À ce centre où on va pratiquer l'IVG. Il faut rester là-bas, nécessairement. Il faut passer 2 jours en réalité, hors de l'école. Vous le justifiez comment? On peut comprendre peut-être parfois qu'elle n'ait pas envie, c'est leur vie après tout, que les parents le sachent. Mais c'est impossible. Donc voilà ce monde où les bureaux de poste, le mien, celui où c'était des... Parce que maintenant ça a été supprimé. C'était des... vous savez, les bâtiments de chantier, là, Algeco, puisque ça a été supprimé, regroupé. Maintenant, il n'y en a plus. Hein. C'est un monde où pour aller au service public, aux maisons France Service, les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais moi, je viens d'un monde où les gens roulent à mobilette, autant qu'en voiture. Hein. Et pour aller à mobilette aux maisons France Service, c'est de chez moi, par exemple, pour prendre un exemple, hein, c'est 1h30, 1h45. L'autre jour, j'ai amené le voisin d'en face, qui est un salarié agricole, bien sympa, enfin, il boit beaucoup, mais il est bien sympa, qui survit, hein, qui survit, hein, bon. Et qui rentre après, il revient, j'attendais, etc. Il dit, je suis trop con, j'ai vu
Je comprenais rien. Je l'ai craché dessus. Je lui ai dit, mais t'es con quand même, franchement. D'abord, tu penses que tu vas avoir satisfaction comme ça? Et non, j'aurai rien, je suis sûr, je suis con. Mais j'en ai marre d'attendre, ça fait 4 fois que je viens, il n'y a rien. Et il a raison. Le mec, il a une mobilette. Il met 1h40 pour aller, 1h40 pour revenir. Il dépose un dossier. La personne qui est agente d'accueil, vous le savez, elle ne traite pas le dossier. C'est renvoyé back-office, comme on dit. Comme des dossiers. Parce que dans le monde où nous vivons, on n'a pas affaire en réalité à des personnes que l'on voit, à des personnes dont on considère l'urgence, dont on considère les peines et ce qu'ils vivent. Non, on a affaire à des dossiers qui doivent rentrer dans des cases. Donc son dossier est envoyé derrière, et puis rempli ou pas bien rempli d'ailleurs. Hein. Lui, il est incapable de le remplir. Hein. Mais la fille, elle accueille pareillement. Il faudrait qu'elle soit à la fois spécialiste de quoi? De tout. Du droit à la retraite, lui, il n'est pas retraite. Du droit au foncier, du droit des locations, du droit des... etc. Enfin, c'est évidemment impossible. Enfin, bon. Donc, c'est pas ce que... Donc les services publics ont été supprimés. Nous sommes dans un univers où il n'y a plus aucune espèce d'aide. Les services publics ont été supprimés, j'en viens là à l'essentiel, les classes de primaire aussi. Et qui dit classe de primaire dit communauté des parents, communauté souvent également des grands-parents. En réalité, ce qui a été effacé, et là est l'un des cœurs du problème, ce qui a été effacé, ce sont tous les entre-soi populaires, où le regard des autres nous donnait à nous-mêmes une identité, une estime de nous peut-être, une identité, ou tout au moins ça nous faisait exister. Je ne suis pas très église, hein, très loin de là. Il n'y a plus d'église, il n'y en a plus du tout. Où je suis, hein, il n'y a plus de communauté de croyants. Je ne suis pas du tout chasse, pêche, nature et tradition. Il n'y a plus de société de chasse. Et donc par là même, les gens qui se connaissaient, reconnaissaient, gagnaient en identité. Je ne suis pas du tout majorette, je vous assure. Il n'y a plus de majorette, de société de majorette, etc. On peut les clubs de sport s'écroulent. Je fais du judo, je pourrais vous raconter ce qui s'y passe. Hein. Même à 10 € par an pour leurs enfants, les parents ne peuvent plus payer. Ou sont dans le sentiment qu'ils ne peuvent plus payer. Ce qui signifie que nous avons maintenant un monde véritablement alvéolaire. Un monde où personne ne connaît plus personne. Où les voisins, globalement, ne se connaissent plus. Où ce qu'on pouvait recevoir d'identité positive, il n'y en a plus nulle part. La seule identité positive qui reste, elle est nationale, elle est patriotique, c'est ce qu'on ne peut pas enlever une fois que tout a été enlevé. Mais je vous assure, tout a été enlevé. Tout a été enlevé. Je suis français, moi, monsieur. Matinée d'un, et ça me semble aussi grave si ce n'est pire, je suis un bonhomme, moi. Je suis un mec, moi, je suis un vrai. Et c'est ainsi que les votes Rassemblement National prennent corps dans un univers où également les violences dans les familles augmentent, où également les agressions des filles sur les voies publiques et ailleurs augmentent, où également, et ce que me disent les amis des centres des impôts qui restent, puisque la quasi-totalité ont été liquidées, notamment dans l'Aisne, mais les délations entre voisins aux impôts augmentent. C'est hallucinant, avec parfois des trucs qui sont à la fois ubuesques et j'allais dire comiques presque, si ce n'était aussi grave. Du type, j'ai calculé que tel, bon, c'est un voisin,
qui donc s'est acheté telle voiture qui doit coûter tant, etc., ne peut pas, parce que normalement il est ouvrier à temps, je se connais bien, donc il vous a arnaqué de temps. Bon, ben, comme je vous dis qu'il vous a arnaqué de temps, bah, vous pouvez récupérer. Donc à moi, vous ne pourriez pas me faire une ristourne de temps. Alors on savait cette France collaborationniste et délatrice dans la Seconde Guerre mondiale l'a suffisamment démontré. Mais elle l'est aujourd'hui terriblement. Alors, évidemment, ça fait partie de ces micro-violences qui passent totalement en dessous des radars médiatiques qui se plaisent, à l'inverse, à hystériser et à surmédiatiser un fait divers quand un prénom de consonance arabe ou africaine ou du Sud apparaît. Parce qu'autrement, on n'en parle pas. Bon. Mais on pourra revenir là-dessus si vous le voulez. Et notamment, il est très facile en sociologie de montrer, et ça devrait être fait au préalable tout court d'ailleurs, qu'il n'y a pas dans ce pays de montée d'insécurité. Au contraire. Donc, je suis preneur si vous voulez. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon je vais être trop long. Bref, on est dans un monde où la concurrence de tous contre tous est à l'œuvre, mais en réalité, surtout du plus proche contre le plus proche. Une guerre des pauvres contre d'aussi pauvres qu'eux. Et au travail, avec l'intensification des concurrences, avec l'intensification des tâches, on me le disait en ces termes, quand il y a une pause, c'est les clopes ou pipi, mais ce n'est pas la discussion. Donc il n'y a plus aucun lieu où la fabrication d'un intérêt commun au travail est rendue possible. Ce qui fait que le voisin, mais aussi au travail, le collègue, le jeune, les travailleurs immigrés ou racisés, est perçu comme une menace, parce qu'on ne le connaît pas, est perçu comme une menace parce que le monde est une menace sans prise. Et c'est ainsi que l'insécurisation sociale, l'insécurisation économique et sociale, provoque, oui, un sentiment très puissant et qu'il faut considérer d'insécurité. Mais ça ne signifie pas que l'insécurité augmente. J'en viens au dernier point sur... donc c'est chacun sa peine, chacun seul, chacun ses souffrances, isolé de toutes les autres, chacun ses soucis, ses cauchemars, dans un sauf-qui-peut général, dont la générale finit par se nommer bien sûr Le Pen. Alors maintenant j'en viens au dernier point qui est comment essayer de résister. Je pense que malheureusement, et excusez-moi de vous le dire, ce ne sera pas simple, ce ne sera pas court, et ce ne sera pas économique. Ce ne sera pas économique parce que si chacun d'entre nous et chacune d'entre nous fait un usual, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'on fait habituellement, et moi le premier, tout continuera. Pourquoi ça ne continuerait pas? Le monde étant construit tel qu'il est, pourquoi ça ne continuerait pas? Donc il va falloir mouiller la chemise. Et mouiller la chemise, c'est pas faire des textes. Et c'est pas apposer des signatures d'organisations sympas à côté d'organisations sympas, en étant tous sympas dans un cadre unitaire où finalement c'est assez sympa, mais ça ne fait pas bouger une voix. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la politique, c'est pas une esthétique, c'est une pragmatique. L'esthétique, c'est se regarder dans le miroir et se dire « Ah, chic type, hein !» ou « chic fille ». Une pragmatique, c'est autre chose. C'est se relever les manches et se coltiner, comme dirait Sartre, les mains sales. Les gens dont je parle ne croient plus, et nous sommes une insulte pour eux. Mais rendez-vous compte de ça. La façon dont nous parlons, dont je parle, je parle comme je parle, est une insulte pour eux.
comprendre. Ils en ont subi, à tel point que leur vie est impossible, inimaginable tant elle est impossible. Ma femme l'autre jour me dit tiens, t'as vu Gérard, mon voisin salarié agricole d'en face là, pas celui qui vote Front National dont j'avais fait, où mon diplôme avait publié, mais un autre qui vote aussi Front National. Elle me dit t'as vu, il a changé des trucs sur sa fenêtre, il va changer sa fenêtre. J'ai regardé un tout petit peu dans la voiture. Non, il n'a pas changé sa fenêtre. Hein. Ça, c'est... non, il n'a pas changé sa fenêtre. Hein. Il a mis sur sa fenêtre du carton parce que sa fenêtre, elle a été fissurée. Voilà. Et ça fait 9 mois. Parce que c'est impossible, il n'arrive pas à se chauffer. On le voit là, glaner du bois le long des routes. Heureusement, on a des forêts. Pour se chauffer. Il ne se chauffe pas, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Enfin là, lui, il ne se chauffe pas. Bon, voilà. C'est un monde, rendez-vous compte, ou peut-être est ici pareil, je ne sais pas. Je connais assez peu les environs, mais où les gens, je disais, c'est un monde démesuré, et les gens marchent. Moi, j'avais jamais vu ça auparavant, hein. Entre des villages, il y a des processions de personnes qui marchent avec leur sac de course. On parlait de Carrefour Market tout à l'heure. Moi, je vais au Carrefour Market, ils viennent, ils marchent avec leur... Et c'est des processions. Voilà. Parce que c'est impossible aujourd'hui de payer son essence. Faut être clair, c'est pas possible tout le temps. Voilà. Et que si on peut, on marche. Ben voilà. J'ai jamais vu ça avant. J'avais vu ça nulle part. Voilà ce monde. Alors que faire? Les paroles politiques, les paroles des gens comme nous, n'ont plus pour eux aucune valeur. Aucune valeur, aucune valeur. Et je ne sais pas si je l'ai dit, aucune valeur. J'étais l'autre jour, oui, en effet, encore à Carrefour Market, je vais faire croire que j'y passe mon temps. En réalité, j'y suis malgré tout assez peu. Mais c'est le seul magasin qu'il y a, c'est sûr. Bon. Et il y avait un monsieur derrière moi qui dit l'entendre. J'ai foutu un coup de pied dans la télé. Je suis con parce que après je l'ai ramassé. Je suis con. Mais on en est là, de degrés auxquels c'est insupportable. Donc, il est faux de croire que l'incarnation politique par un homme ou une femme, ou plutôt un homme se redessiner, puis se redessiner. Présidentielle comme solution pour éviter Le Pen, et les gens n'y croient plus. Je profite de cette petite insiste pour rappeler, tu le disais à l'instant, parce que là aussi des raccourcis trop commodes sont effectués, que le premier parti ouvrier de France, ce n'est pas le Rassemblement national, c'est l'abstention. Parfois, on se dit d'ailleurs peut-être c'est mieux que ce soit l'abstention, parce qu'autrement le Rassemblement national aurait gagné déjà. C'est à voir. Mais en attendant, c'est l'abstention. Les gens n'ont rien à foutre, c'est un autre monde. Rien à foutre. Ça change rien de toute façon, si ce n'est des merdes. Si ce n'est des merdes dans lesquelles on se doit se démerder tout seul. Alors on fait quoi? L'homme providentiel ne permettra rien. On fait quoi? Moi, je fais partie de ceux et de celles qui pensent, nous tentons là une tribune qui va paraître très bientôt, avec Robert Guédiguian, avec l'écrivain Patrick Chamoiseau, etc. Avec surtout beaucoup de jeunes copines des quartiers HLM de Nanterre, autour de la maman de Naël, Mounia, qui pensons plutôt la chose suivante.
il faut, pour les personnes, des centres de secours d'urgence. Comme il y a longtemps, il y a eu à un moment donné le secours rouge, hein, pour les plus âgés, ça n'a pas duré très longtemps, mais ou le secours populaire, des centres de secours d'urgence. Mais avant ça, il faut autre chose. Et des centres de secours d'urgence, pourquoi? Parce qu'on ne peut plus regagner les personnes qui votent RN, pour la quasi-totalité d'entre elles, sans leur donner. Leur donner concrètement, leur donner des choses concrètement. Regagner la confiance, ou plus exactement, atténuer la défiance, suppose de donner concrètement, qu'on s'aperçoive que c'est que du baratin. Le baratin, on ne l'écoute pas, c'est inaudible, c'est insupportable. Le corps même des personnes qui défilent contre le Rassemblement national fait voter Rassemblement national. Une belle âme qui s'insurge contre le Rassemblement national à la télé fait voter Rassemblement national. Tellement c'est en décalage par rapport à ce que ces gens vivent, endurent. Et depuis si longtemps, et avec une perspective de futur interdite. Donc on ne peut plus regagner, au moins abaisser la défiance, qu'en donnant. Donnant quoi? Donnant des prêts d'outils, donnant des services, par exemple, d'entraide scolaire, donnant des aides administratives, ou des aides pour remplir ses impôts, ou des coups de main, des prêts d'outils, ou des échanges partagés, voire même des aides médicales. Il y a, nous, dans la tribune qu'on essaye, je vais l'envoyer après-demain, la tribune qu'on essaye de faire passer, vous avez des médecins qui sont prêts à prendre de leur temps pour donner des conseils médicaux. Écoutez, aujourd'hui, pour aller prendre rendez-vous chez nous avec un généraliste, il faut 3 semaines. Vous n'avez pas intérêt d'avoir trop mal. Sérieux. Ou bien c'est les urgences. Alors, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai des amis d'ailleurs médecins. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. C'est sans doute l'un des métiers les plus difficiles à faire, parce que vous devez être sur la brèche en permanence et connaître en réalité presque toutes les spécialités. Mais les urgences à Laon, c'est 9 heures. 9 heures. Les gens ressortent en colère, comme s'ils avaient besoin de cette colère supplémentaire sur la somme de leur colère. Donc je crois qu'il faut des centres de secours d'urgence, mais qu'auparavant, nous on appelle ça, il n'y a pas de bon mot, si vous en avez le meilleur, je le prendrai, parce que comme rien n'est paru, on appelle ça pour l'instant des banquets incluants. D'abord faire quoi? D'abord ce qu'on a fait tout à l'heure. Prendre un pot dehors, en mangeant des tartes au citron, en buvant ce qu'on peut, ou mangeant des loukoums, ou des tagines, ou etc., ou des thés, buvant, suivant. Et ces banquets incluants, les faire très simplement, mais où se rencontreraient les gens les plus épars. Alors on va commencer à Nanterre, nous, le 15 juin. Cité des Pâquerettes, à 2 pas de la cité Bohème-Mornael. Cité des Pâquerettes, puis on va continuer après. Dans la Haute-Saône, on va continuer à Hasbrook, on va continuer près de Nevers, on va continuer, etc. Avec l'idée que s'y rencontrent des mamans, puisqu'on les appelle, elles s'appellent, l'auto-désigne comme ça, des mamans algériennes ou maliennes, et puis des personnes trans, et puis des personnes de la communauté LGBT, et puis des petits jeunes des quartiers, avec cette idée que l'on reprenne, où le confinement nous a fait cesser, on reprenne d'une certaine façon les ronds-points gilets jaunes, certains tout au moins. Je terminerai par là. Certains où j'y étais, moi, à Noyon, à Soissons, à Laon. Peut-être simplement donner 2 exemples.
On peut être écouté à condition, évidemment, d'aller faire les courses avec les gens. Hein. À condition d'alimenter le barbecue avec les gens. Hein. À condition de faire des tâches avec les gens. C'est ce que j'appelle ceux mouillés physiquement. On n'en fera pas l'économie, on peut plus faire l'économie de soi-même, dans le confort d'un entre-soi commode. Sur ces ronds-points, alors, une fois qu'on est avec les gens, et une fois qu'on commence, au départ, au départ, les gens venaient avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Hein. Après, ils les avaient tous enlevés. Je me rappelle de Johan, plombier, je l'ai vu encore il y a un mois. Plombier, il se ramène, c'est un jeune type, auto-entrepreneur, etc. Il se ramène, bon, un peu par provoque peut-être, j'en sais rien, mais enfin en réalité, il était vraiment RN, puisqu'il était un pilier de la section autour de 60. Bon. Qui me dit, oh, de toute façon, moi je suis raciste, je suis con. Bon, tu vas me dire, je suis con, je suis raciste, qu'est-ce que tu veux, tu me changes, tu vas pas me changer. Je suis... 15 jours plus tard, il était in love total avec Safia et il est toujours rendu chez ses parents parce qu'il trouvait que chez ses parents il y avait beaucoup de fuites quand même, fuites d'eau un peu partout. Il y avait jamais eux, les parents, n'avaient trouvé aucune fuite, mais lui il en voyait partout. Et donc il était toujours arrivé et puis ça lui permettait d'être avec elle et puis il se trouve que Safia n'était pas sensible à ce brave. Ils sont ensemble, ils ont une petite fille, ils en attendent une seconde. Et il est plus raciste. Ça non, pas du tout. C'est même le meilleur pote. C'est le meilleur pote de ses frères. Et il s'est mis à faire du foot avec eux. Et il dit même, quand tu fais du foot avec les gars, tu t'aperçois qu'on est pareil. Putain, j'étais fou. Et comment ça a été rendu possible? Parce qu'on s'est côtoyés. On s'est engueulé, bien sûr, mais s'engueuler, c'est déjà premièrement se voir et se parler. Il ne faut pas croire que ce que je dis là, les ronds-points ou bien ce que je nomme les banquets incluants avec mes amis, là, ce seront guimauves, ça va être les bisounours. Non, ça il va y avoir des tensions, mais ça c'est pas grave. On se voit, on se parle. On n'est pas d'accord, mais on y parvient. Dernier exemple, et puis je ne vais pas être trop long. Je me souviens de cet anniversaire. Je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Bon, on dit les professions d'ordre votent Le Pen. J'en ai des exemples, de bons exemples, hein, y compris à l'intérieur de ma fac, où les services de sécurité ont été privatisés, donc ce sont des vigiles qui passent maintenant, hein, des vigiles qui passent avec un bon matériel de gros vigiles, quoi, hein, pas un air des plus fins du monde, qui contrôlent les cartes d'étudiants, pour les jeunes Picards, Picard de chez Picard, hein, une fois. Bon, et encore, pour les jeunes femmes, pour les jeunes filles, les jeunes femmes qui ont un foulard sur la tête, alors, à chaque fois, généralement 3 fois par jour. 3 fois par jour où elles doivent, rendez-vous compte, on a protesté, l'agence de sécurité s'en est élue auprès de la présidence, etc. On a dit qu'il n'y avait rien à foutre. C'est eux qui téléphonent. Parce qu'ils lâchent pas en réalité, hein, souvent. Hein. Pourquoi? Mais on finit par les éteindre. Et qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, ces hommes, hein, regardez la violence que subissent ces jeunes femmes. Elles sont obligées par eux, hein, de vider leur sac, y compris leur sac à main, 3 fois par jour, parce qu'elles portent un voile sur la tête. Donc on avait un vigile de cette espèce au rond-point, hein, gilet jaune. Bon, on avait un gars de cette espèce, le grand bonhomme super baraqué, pas malin, hein, et excusez-moi de l'expression, les couilles sur la table très volontiers. Bien. Bon, c'était son anniversaire. Allez, on se dit, on va le fêter quand même, c'est son anniversaire. On était là ensemble, on va le fêter, on le fête pas.
on fête l'anniversaire, bon, bah, comme des braves gens, on chante joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le mec s'effondre en larmes. Ah, lui, il votait RN à fond, hein. Il s'effondre en larmes. Oui, et oh non, vous êtes con parce que ça fait 3 ans en fait que je le fête qu'avec Vicky. Vicky, c'est son chien. Donc, les frontières qui sont entre nous immenses aujourd'hui, qui ont des racines sociales, des causes sociales gigantesques, et sans cet abaissement, tout continuera, mais jusqu'où? Ça dépend de ce qu'on fait. Le monde nous appartient, comme on disait. Merci Willy Pelletier de cette conférence pour nous donner à la fois l'état de la sociologie du vote RN des classes populaires et quelques pistes de remédiation ou une piste forte s'agissant de recréer bien sûr du lien social, de la sociabilité populaire, mais pas que, puisque précisément il s'agit d'abaisser les frontières culturelles immenses qui nous séparent les uns les autres, à notre corps défendant, mais profondément incorporé évidemment. Je ne peux pas m'empêcher, en tout cas en tant qu'ici représentant avec Clément notamment et Françoise, de dire aussi l'importance des services publics quand même, c'est-à-dire la propriété sociale du commun, bien évidemment, pour faire en sorte qu'on n'en soit pas à se tirer dans les pattes avec le voisin pour ceci ou pour cela. Une grande table ronde, et c'est vrai que c'est posé la question, demain on fait quoi en fait? Parce que c'est quoi les solutions? Bon, elle dit qu'elle préférait, elle m'a étonnée, parce que l'ayant vue il y a quelques années, mais elle était très bien, que elle vise la polyphonie, que ça suffit, les textes communs à la con, que tout le monde signe, parce que c'est toujours les mêmes, parce qu'ils sont trop mous, parce qu'ils n'intéressent personne, parce que chacun dans nos associations, syndicats, etc., ne s'y reconnaissent pas, parce qu'on essaye de faire un méli-mélo d'un peu de tout le monde et tout ça. Non, de faire de la polyphonie, que chaque organisation s'y mette avec ses mots, ses adhérents, sa façon de parler, ses dadas, ses statuts, ce pourquoi elle est là, et que c'est un ensemble général qui amènera que chacun parle de sa voix à lui, tous ensemble, dans un front contre l'extrême droite dans 3 ans au pouvoir, et que c'est possible. Moi je me demande, vous parlez de l'extrême droite comme un ennemi qu'il faudrait empêcher d'accéder au pouvoir. Cependant, moi, par les réformes et les actions du gouvernement Macron, des gouvernements Macron successifs, j'ai l'impression que l'extrême droite a déjà un pied bien investi dans le pouvoir, et donc je me demande si lutter contre l'extrême droite, c'est pas aussi lutter contre le macronisme. Oui, on s'est tutoyé tout à l'heure, je vais continuer. J'ai été très intéressée par la première partie de ce que tu as dit, en particulier cette notion de déconstruction du lien social, des liens de lieu, etc., avec le seul lien commun étant la question du patriotisme. C'est vrai que ça, c'est des choses que je trouve intéressantes. J'étais moins en accord avec la deuxième partie, parce que j'ai eu l'impression tout à coup qu'on était dans quelque chose d'assez caritatif. Il y a besoin, et je ne suis pas du tout opposée a priori à ce qui existe en termes caritatifs aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'ai trouvé ça très intéressant, mais je suis resté un tout petit peu sur ma fin sur un aspect. Vous avez expliqué les raisons selon vous du vote RN, et j'ai souscrit en grande partie. Et là où je reste sur ma fin, c'est pourquoi le vote RN. Alors vous avez dit à un moment, c'est une connerie, que ce n'est pas un vote de déclassement, mais en disant quand même derrière que c'était les premiers des ouvriers sont devenus les derniers des cadres,
et qu'il y avait quand même une stagnation. Donc bon, on va quand même lier ça à un déclassement. Mais il y a surtout une autre question que moi je me pose, c'est pourquoi le vote RN et pourquoi pas le vote LFI. Alors je dis LFI, c'est plutôt le vote de gauche, un vote qui apporte d'autres solutions. Donc moi j'ai des pistes, mais j'aimerais bien... Alors, merci pour votre venue, merci pour tous vos propos et les analyses que vous avez mises en évidence. Et vous le dites tellement bien, hein, en effet, la destruction de l'espace public qui se cimente ce lien entre les citoyens, ce service public si nécessaire et qui permettait à son époque encore, lorsqu'il était vaillant, d'éviter l'isolement des villages, des villes, des bourgs, la poste. De toute façon, aujourd'hui, on sait très bien l'effet domino, retirer la poste et tout le reste s'effondre. Les liens, les entreprises, le travail, l'emploi. Et en plus, vous le démontrez aussi merveilleusement bien, la disparition des collectifs, enfin, que nous appelons, nous, la CGT, les collectifs, qui sont simplement ces groupes de personnes qui se reconnaissent par leur activité sportive, sociale, culturelle, leur passion. Je crois qu'aujourd'hui, la véritable question qu'il faut se poser, c'est les citoyens de demain, ce sont nos enfants d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui véritablement pour que ces gens-là, demain, sachent pourquoi aller voter, pour qui aller voter. Aujourd'hui, comme vous le disiez, il n'y a plus de vie entre plusieurs générations, donc le débat politique à la maison, il n'y en a plus. Il n'y a plus non plus de conscience politique. Enfin, moi, je suis à l'aube de mes 40 ans. Je ne me rappelle pas d'avoir eu des discussions de politique à la maison. On n'a jamais parlé politique à l'école, à part me faire des cours d'éducation civique. On ne m'a jamais expliqué quels étaient les grands partis. Donc, véritablement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions pour que les jeunes sachent, lorsqu'ils vont manifester, pourquoi ils manifestent et pas parce que c'est fun d'aller manifester derrière de grands principes, et qu'est-ce qu'on défend véritablement? Est-ce que la question, elle n'est pas là? Qu'est-ce qu'on peut mettre, nous, aujourd'hui, en place, en tant que parents, en tant qu'accompagnants? Mais ce que nous apprend la sociologie, mais c'est pas la question que vous m'avez posée, excusez-moi, mais ce que nous apprend la sociologie, c'est que personne d'entre nous n'est, comme on peut dire, tout un. Personne d'entre nous n'est une identité tout d'un bloc stable, etc. Nous les mecs, et vous les filles, j'espère, et nous les mecs, grâce au féminisme, j'espère qu'on a quand même aperçu ça. Mais je pense que chacun d'entre nous peut apercevoir qu'il y a des variations dans les façons dont nous sommes. Bon. Et que ce serait trop beau de se croire, et même si on est féministe, par exemple, en tant qu'homme, de se croire parfait dans les relations aux filles, aux femmes. Tout ça, c'est des conneries. On le sait très bien, chacun, si on est sérieux. Bien. Pour les gens qui votent Rassemblement National, c'est pareil. Il y a des fluctuations. Il y a des fluctuations suivant plein de cadres. Et moi, je suis pour... Il y a plein de contradictions dans les, entre guillemets, stabilisations identitaires, dans les identités. Et moi, je suis pour qu'on joue sur ces contradictions, pour essayer de faire en sorte que certaines dimensions des identités puissent être valorisées, puissent devenir prééminentes, quand d'autres, au contraire, seraient contenues, voire régresseraient, etc. J'en viens ensuite aux questions. Il est clair, je pense, qu'il y a eu une translation, pour aller en sociologue, une translation du champ politique vers la droite. Très clairement. Et cette translation du champ politique vers la droite, et même vers la droite extrémisée, quand vous voyez les propos que tiennent aujourd'hui les Républicains, franchement, et quand vous voyez ce que Macron met en place avec ces espèces de chocs d'autorité, d'autres conneries, etc., etc., quand vous voyez la loi Asile-Immigration, quand vous voyez ce qui est prévu pour les JO, c'est-à-dire les algorithmes de reconnaissance faciale, et on sait très bien que lorsqu'une disposition sécuritaire est votée, alors il est extrêmement rare qu'elle ne soit pas appliquée, d'une part, et que d'autre part, on revienne en arrière. Bon. Donc, oui, je ne sais pas si, parce qu'il ne faut pas indifférencier tout. Je crois que c'est une erreur.
Je ne dirais pas que le personnel politique macroniste et que la Macronie égale Le Pen. La preuve, quand on aura Le Pen, je vous assure, on le verra. Mais par contre, ce qui se passe aujourd'hui fait la légitimité du logiciel Rassemblement National. Exemple, excusez-moi, mais je vais en parler maintenant. Tiens, si vous me l'autorisez. Bien. Y a-t-il dans ce pays, oui ou non, une montée de l'insécurité? Non. Parce que les... Je l'ai dit tout à l'heure, mais maintenant je le prouve. Les macronistes jouent là-dessus, en permanence, enfin en permanence. Les médias, en permanence, parce que ça fait du buzz. Quant au Rassemblement National, n'en parle pas. Tout le monde joue là-dessus. Y a-t-il, oui ou non, dans ce pays, une montée de l'insécurité? La réponse est, voilà. D'ailleurs, sur la violence de la jeunesse qui monte, machin, globalement, c'est la même que dans les années 50, donc aucune évolution. Absolument. Combien y a-t-il de morts? Que les réseaux sociaux. Et encore moins les Arabes. Hein. Combien y a-t-il de morts en France chaque année? L'an dernier, 954. Entre nous soit dit, les morts au travail, c'est à peu près le même chiffre et personne n'en parle. 954 sur 70 millions. Je vous assure, le taux d'homicide n'est pas très élevé. Surtout, j'ai été regardé, hein, sérieusement, parce que mes étudiants me posaient la question. J'ai été regardé sérieusement. Le taux d'homicide de 1990 à 2020 a été divisé par 2. Bien. Aujourd'hui, je vous assure, si vous vous disiez demain je braque une banque, je vous conseille d'oublier, parce que vous rentrez mais vous ne sortez plus. Hein, bon. Et qui aujourd'hui s'en va braquer des fourgons ou des bureaux de tabac ou plus personne? Pourquoi? Parce que les dispositifs de sécurité ont été extrêmement montés, parce que vous avez aussi sur les questions policières la révolution de l'ADN, qui n'existait pas auparavant, etc. Bien. Ce que me raconte mon papa, comme le papa de ma femme par exemple, j'ai plutôt tendance à penser que c'est vrai, parce qu'on me le raconte partout, bien, c'est que quand ils étaient jeunes, dans les années 60, dans les années 70, bien, mais les gens n'allaient pas en boîte de nuit, il n'y en avait pas, ils allaient au bal. Mais le bal, tous les samedis soirs, mais vous aviez la moitié de la France jeune, c'est-à-dire les jeunes mecs qui se foutaient sur la gueule. Bon, alors, en 70, ça commence, et avant. Et donc, le niveau d'insécurité, si on prend la sécurité au sérieux, c'est-à-dire atteinte aux biens aux personnes. Alors ça pouvait être un peu bon enfant, on se rejoignait au bar et puis hop, c'était bon. Enfin, des fois, je vous assure, d'après ce que raconte le mari de ma femme, par exemple, les Corésiens, ça chauffait, hein, grave, sérieux, hein. Les gens, ils étaient dans un sale état, hein. Bon, est-ce que c'est le cas dans ce pays tous les samedis soirs? Sérieusement, est-ce que c'est le cas? Alors, c'était pas déclaré, donc c'est pourquoi il faut se défier beaucoup de la violence, d'abord tolérée, légitimée, et la violence déclarée, et la violence tout court. Amen. Bien. La violence, elle est... Mais je t'assure, c'est très important de comprendre ça de ce moment. Amen. Là-dessus, est-ce que c'est de la violence ou pas? Dans les années 70, combien de morts? 34 500. Il faut multiplier par 20 pour avoir les PC graves. L'an dernier, combien de morts? 3 400. Ça a été divisé par 10. Et pourtant, il y a plus de voitures, il y a plus de trafic, il y a plus de... etc. Alors, quand on parle de la montée de la sécurité, il faut considérer l'ensemble des insécurités. Et je vous assure, la montée de l'insécurité n'existe pas dans ce pays. Il y a au contraire une très forte montée de la sécurité. Bon. Et pourtant, on nous accrédite l'idée que nous sommes en insécurité, et beaucoup de gens se sentent en insécurité. Ils se sentent en insécurité pour plein de raisons, parce qu'ils sont insécurisés socialement. Et ça, c'est vrai, et c'est là qu'il faut pointer l'aspect. Maintenant, sur ce que tu dis sur le caritatif... Et c'est pour ça qu'ils votent Front National. Voilà, c'est ça. Et c'est sur le caritatif. Là, par contre, si tu veux, je pense que je me suis probablement mal exprimé, ou bien on s'est mal compris. Parce que moi, je suis absolument contre le caritatif privé, pourrait-on dire. Hein, bon.
le caritatif privé, et notamment, même s'il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, hein, et heureusement qu'il y en a, franchement, ça pallie au rétrécissement organisé de l'État social, et ça rend possible des vies qui sont en réalité des vies impossibles. Bon. Donc le caritatif, je pense qu'il faut en faire la critique. Moi, c'est pas tout ce que je propose, moi. Hein. C'est d'abord, premièrement, ce qu'étaient auparavant les bistrots ouvriers. Qu'est-ce qui se passait dans les bistrots ouvriers quand on sortait de l'usine, dans les années 30, dans les années 20, même chez Zola, hein, vous voyez Germinal, c'est ce qui se passe, ou ailleurs, Germinal notamment. Dans les années 50 encore, 60 encore, les gens passaient au bistrot. Que faisait-il au bistrot? Que faisait-il au bistrot? Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, donc même si j'étais pas né, tu vois, il y a un caractère cumulatif des études. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus qui sont très intéressantes. Mais les gens débriefaient la journée. Et ils débriefaient la journée, et parfois ils lisaient le journal ensemble, ils discutaient du journal, ils discutaient. Il y avait des lieux où on était ensemble et où ainsi pouvait se fabriquer de l'intérêt commun. Car qu'est-ce que c'est que l'identité de classe? Qu'est-ce que c'est que la conscience de classe? Qu'est-ce que c'est que l'identité de classe? C'est premièrement l'idée que nous sommes dans un intérêt partagé. Mais pour être dans un intérêt partagé, il ne suffit pas d'être côte à côte à la chaîne, même à l'usine. Il y a beaucoup de travaux, je pense à celui de Michel Pialou, par exemple, en France, mais il y en a d'autres endroits. Ça peut être au contraire des rivalités. Par exemple, en France, on le sait très bien, il y a beaucoup de travaux, je pense notamment à ceux de Marlène Banquet, qui sont intéressants sur les caissières. Le monde des caissières est un monde de grande rivalité, parce que les managers jouent sur des micro-avantages entre elles, pour qu'entre elles, elles se surveillent, etc., etc. Bref, que ce soit un monde de violent, souvent, hein, qui n'est pas de solidarité. Et il faut donc qu'il y ait des temps de fabrication d'un intérêt commun. Fabriquer un intérêt commun, c'est désigner un adversaire commun, une cause des souffrances communes, et puis des alliés. Bien. Tant qu'on ne peut pas faire ça, alors prévaut quoi? Alors prévaut ce qui prévaut aujourd'hui, un logiciel patriotique, ethno-racial et patriarcal. Et je vous assure, sur les ronds-points, quand ça a duré un peu longtemps, ça s'est un peu estompé. Ça s'est un peu estompé, et notamment le patriotique. Ce qui s'est estompé, c'est et certainement le patriarcal. Hein, parce que beaucoup de mecs qui sont sur des revendications de mecs, c'est qu'en réalité, ils n'ont jamais vu de filles. Hein, parce qu'autrement, ils en rabattent un peu. Bon. Et dans le partage des tâches, ça s'est effectué de manière à peu près correcte. D'une part, c'est ça que je vois. Et d'autre part, ce que je vois également, c'est qu'il y a eu une autre, comme disait Bourdieu, pas très loin d'ici, la politique, ça part de la vision des divisions du monde social. Comment on divise le monde social? La vision des divisions du monde social. Si le monde social que le divise entre eux et nous, mais que le eux, c'est les étrangers et nous, c'est les Français et les Belges. D'accord, on voit où ça va. Mais il y a eu, sur les ronds-points Gilets jaunes, dans la discussion, dans l'élaboration de ce que plein de gens, comme expérience, ont pu partager, eh bien, le sentiment que le eux, c'était ceux qui profitent, et puis le nous, c'était nous qui subissons. Et ceux qui profitent, on savait les désigner. Et ceux qui profitent, c'était ceux qui avaient des yachts. Et ceux qui profitent, c'était ceux qui avaient des avions privés. Et ceux qui profitent, c'était ceux qui, alors que nous, on se serrait la ceinture, hein, et c'était même avant l'inflation, hein, eh bien, il y avait, eux, leur fortune se cumulait alors même qu'ils ne travaillaient pas. Bien. Ça a été possible. Ce travail sur les visions des divisions du monde social. Donc, tu vois bien que ça n'a rien à voir avec le caritatif. Mais je dis également que les personnes dont je parle, celles que je connais, elles ont besoin d'être aidées. Et donc, il faut les aider.
Il faut les aider. Nous, il faut les aider entre elles. Il faut qu'elles-mêmes s'entraident. C'est une vieille idée du mouvement social, du mouvement ouvrier, du mouvement libertaire. Pierre Kropotkin, l'entraide. L'entraide, comme le soubassement de l'activité socialiste. L'entraide. Réinventons l'entraide. Il n'y a plus d'entraide. Il n'y a plus de lieu d'entraide. Il n'y en a plus des masses, tout au moins, franchement. Bon. Auparavant, il y en avait. Bon. Et le brassage dont je parle aujourd'hui, alors on peut considérer que c'est du baratin, ce que je raconte dans les banquets incluants, etc. et autres bien. Mais auparavant, j'aurais pas eu besoin de le dire s'il y avait encore des partis politiques. Comme dans les années 60, comme dans les années 70. Dans les années 60, dans les années 70, bien... Il y a encore des partis politiques. Marie-Ève, mais toi c'est Rolf. Dans les partis politiques de masse qui existaient auparavant, alors se croisaient des syndicalistes, alors se croisaient des ouvriers, des employés, des associatifs divers et des élus. Bien, ça se croisait, les gens étaient là, ils discutaient, il y avait des textes d'orientation, il y avait des débats, il y avait des votes, il y avait des élections et ensuite des tranchées. Aujourd'hui, on assiste à une dévitalisation de ces partis. Les partis politiques ne sont plus des partis politiques populaires. Donc ça pose, je vous assure, un vrai problème. Même dans les syndicats, quand je discute avec des copines ou des copains syndicalistes, ils disent la chose suivante, c'est vrai, on est en branche, on est aussi en UD, hein, bon. Donc ça permet une certaine transversalité, etc. Mais moins qu'il faudrait. Bon, tu étais à la CGT, bon ben, la Fédération des cadres, elle ne connaît pas des tonnes et des tonnes les cheminots, bon, pas plus que ça en réalité, ou les gens de la chimie, hein, je connais les gens des deux, bon, ils ne se croisent pas trop, hein, ou etc. Bon. Et donc, ce brassage-là, il n'y a pas de lieu où il s'opère. Il faut créer des lieux où s'opère ce brassage. Alors, sur le vote RN, tu posais la question, je ne sais plus qui posait la question, pourquoi est-ce que ces gens votent RN et pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas à gauche, quoi ? Pour la bonne et simple raison suivante, en réalité, c'est que ce dont je parlais initialement, ce qui est le préalable à tout, le soubassement de tout, la fabrication de l'intérêt commun, le sentiment que l'autre, qui est ton voisin au travail, il est ton identique. Bon. Bref, le sentiment d'une conscience de classe, d'une identité de classe. Ça fait peut-être vieillot de le dire comme ça, mais enfin, bon, on participe du même monde. Et il y a des gens, je vous assure, il y a des gens, ils ne participent pas du même monde. Hein. Bon, je ne l'ai pas sur moi, mais je devrais tout le temps l'amener, cette citation de l'ex-PDG de la SNCF, de ADS à un moment donné, qui pourtant a commencé chez les dentistes, hein, Louis Gallois, qui nous dit, je ne l'ai pas sur moi, non, je ne l'ai pas, malheureusement, hein, qui nous dit la chose suivante dans ses mémoires, au moins il se rend compte, hein, il dit, moi quand j'ai besoin de manger, je demande qu'on me commande, pourquoi d'ailleurs, des sushis, etc. Quand j'ai besoin d'aller au théâtre, je dis à ma secrétaire de prendre le rendez-vous. Quand j'ai besoin de me déplacer, j'ai un jet. Quand j'ai besoin d'aller chez le dentiste, c'est ma secrétaire qui me prend le rendez-vous. Quand j'arrive chez moi, je n'ai pas grand-chose à faire parce qu'en fait, heureusement, on a des domestiques qui ont tout fait, en fait. Hein, tout. Donc je prends ma chemise, elle est repassée, je prends, voilà. Et je sais bien dans quel monde je vis. Il en est au moins conscient. Je sais bien dans quel monde je vis. Je me surprends de temps à autre, la chute est au son piquant, mais je me surprends de temps à autre à être tenté d'aller dans le métro. Quand j'y vais, c'est très distrayant. Soit. Ces gens, il y a des mondes qui sont des mondes séparés. Hein. Il y a des managers, puisque dans un autre livre, tu parlais de la valeur du service public, c'est le dernier qu'on a fait, le prochain paraît en septembre, avec mes collègues Pierre Lemercier et Julie Gervais. La valeur du service public montre cette nouvelle noblesse, hein, qu'on nomme la noblesse managériale publique-privée, une noblesse qui ne va pas dans les mêmes écoles que vous,
qui, quand elle fait des stages, c'est pas dans l'entreprise du coin, hein. C'est à Athènes, à Boston ou à la City, etc. Quand quand les gens s'en vont en vacances, c'est évidemment à l'international. Hein. Quand on va se balader avec des copains, on va à Shanghai, on va à Singapour, etc. Tout ce monde clos sur lui-même, qui est le monde des hyper-dominants du capital. Bon, ils n'ont rien à voir avec nous. Leur barrière est absolue vis-à-vis de nous. Ils ne rentrent pas par les mêmes ascenseurs que nous. On ne rentre jamais chez eux. Ce que décrit bien les Vincent Charlot. Hein. Il y a 3 digicodes, ils ont des vigiles privés. Ils n'ont pas besoin des services publics. Ils ont des cliniques privées, etc. Bref. Donc, il faut que nous, on se fabrique de l'intérêt commun. Sauf que l'intérêt commun est rendu impossible à fabriquer. Donc c'est ça le problème. Bon, ensuite, pour terminer, sur les enfants, je pose la question sur les enfants. J'en parle avec d'autant plus de douleur que la personne qui, de mon point de vue, a fait l'une des pires saloperies dans l'éducation nationale ces dernières années, on ne choisit pas sa famille, c'est mon frère, qui était à l'époque doyen d'inspection générale en sciences économiques et sociales, qui a été bien récompensé maintenant, puisque c'est l'un des principaux directeurs d'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale, et qui a mené cette réforme dégueulasse, pour quiconque est prof de sciences économiques et sociales, ici le sait, où on a fait, où le seul moment, où seulement quelques-uns, et ça devrait, les sciences économiques et sociales, être étendues à tout le monde à partir du collège. Bien. Où seulement quelques-uns quand même, avaient accès à plusieurs visions du monde. Une vision libérale, qu'on connaît. L'intérêt individuel, bien compris, la somme des intérêts individuels définit un intérêt collectif supérieur. La main visible du marché, bien, etc. Était contrebalancée par une autre vision du monde, keynésienne. Non, ce n'est pas l'offre des entreprises et la créativité des entrepreneurs qui définit la richesse, c'est la demande des consommateurs et donc il faut soutenir la demande. Par exemple, existait, elle n'existe plus. Merci Marc. On ne se parle plus. On se parle à Noël pour faire plaisir à ma maman, mais enfin, le minimum, parce qu'autrement, ça va très vite dégénérer. Et puis, il y avait aussi d'autres visions, notamment la vision marxiste. Aujourd'hui, je terminerai par là, puisque tu parlais comment nos enfants peuvent-ils avoir une pensée critique. Eh bien, dans l'éducation nationale, vous n'entendez jamais parler. Je lui ai dit à Marc au bout du fil, il y a encore 2 ans, je lui ai dit, mais bon, avant de lui dire t'es un gros con, je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit, mais quand même, ce système, tu es bien d'accord avec moi que ça marche sur ce que Marx nomme l'extension de la plus-value, c'est-à-dire tout simplement le profit. Bon, le profit, bien, et ben oui. Alors je lui dis, mais pourquoi tu ne le mets pas dans ton programme? Il dit, oh, bah, tu comprends, on peut quand même pas tout faire. Ah bah c'est sûr. De la même façon qu'on ne parle pas du chômage. Parce que le chômage est volontaire. Qui veut peu, hein, c'est bien connu. Hein. Si tu es au chômage, c'est que tu le veux bien. Hein. Bon. Donc la pensée critique, là où elle existait, notamment en sciences économiques et sociales, a été aujourd'hui interdite. Voilà. Interdite. Bien. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, malgré tout, la jeunesse se révolte. Eh bien, malgré tout, elle va elle-même, pour beaucoup, chercher elle-même ses propres références, ne sent pas laisser compter, et elle est dans la rue, y compris même peut-être ce soir, pour se mobiliser contre le génocide et l'enfer à Gaza, et elle est dans la rue sur les retraites, elle est dans la rue toujours. Et bien ça, c'est formidable. Alors il y avait quelqu'un qui me disait, c'est quand même extraordinaire, il y a plein de gens formidables, comment ça se fait que le monde l'est pas? Oui, moi je me trouve un peu pessimiste sur comment les gens se prennent en charge
dans le lien social et dans les revendications. Alors c'est sûr que les partis politiques, notamment ceux de gauche, qui ont beaucoup trahi, plus personne n'a confiance. Mais moi je trouve que quand même il y a plein de collectifs qui se créent sur des causes particulières et qui sont capables de tenir mais des années. Des années. Avoir votre avis là-dessus, c'est sur le rôle de la désinformation, du culte de la post-vérité qu'on peut apercevoir au travers des médias, même au travers des prises de parole des personnes politiques au sein du RN, mais aussi au sein de la Macronie et de la droite en général. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur cet impact qui pour moi est très important à déconstruire, parce que comme nous l'explique la loi de Brandolini, on prend beaucoup plus de temps à déconstruire un mensonge qu'à le dire, simplement. Je crois qu'il y aurait d'un côté des causes sociales et matérielles liées à la classe sociale, et de l'autre côté des questions qui seraient plus morales liées au patriotisme, au nationalisme, au racisme. Comme le montre par exemple Félicien Pro, il y a des réelles raisons, des réelles dimensions racistes du vote FN, et qui n'est pas de l'ordre uniquement moral, parce que si la classe sociale et le capitalisme est un système de domination, le racisme aussi. Le racisme, c'est pas que des idées, c'est pas que des idées ou des propos, c'est un système matériel, un système social où les personnes blanches tirent bénéfice et sont dominantes au sein de ce système social. La plupart m'ont dit on en a marre, on va voter Jordan Bardella. Alors que traditionnellement ils avaient voté, que ce soit aux législatives du PS ou PS, une gauche assez traditionnelle. Et là, pour les raisons, c'est très simple. C'est surtout qu'il y a une diversité sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, des choses comme ça. Ils m'ont expliqué qu'en fait, ils ne trouvent pas chez d'autres candidats. C'est vraiment un membre de la famille à part entière. Vraiment, ils me disent, oui, je tombe sur des TikTok, oui, on leur demande très simplement, oui, combien de chats tu as, des choses comme ça. Il y a vraiment une banalisation en fait de l'extrême droite, et vraiment aussi, ça devient vraiment quelqu'un à part entière. C'est vraiment ce qu'on dit, c'est vraiment, il y a une déconnexion totale des idées d'extrême droite, et au final, c'est vraiment juste la forme qui reste. Et aussi, j'avais une question sur ça exactement, c'est aussi sur la densité de population. Je vois que ces camarades-là viennent des Landes, viennent de zones très faiblement, avec une population très faible. Est-ce que aussi la densité de population joue sur ces questions-là? Et que depuis une dizaine d'années, elle ratisse plus ou moins large en fait. Enfin que dès qu'elle a accédé à la présidence du Front National, elle a changé complètement l'image de son parti. Et elle a bien maîtrisé les réseaux sociaux, ce qui lui a permis notamment dans les zones faiblement industrialisées, les zones un peu isolées et tout ce que vous avez. C'est intéressant d'observer d'ailleurs que les sondages sortis des urnes il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans étaient passionnants en ceci qu'ils étaient tout le temps faux. C'est-à-dire que les gens n'osaient pas dire qu'ils avaient voté Jean-Marie Le Pen. Ils ne le disaient pas. Donc parfois on disait, il y avait des sondages avec une grande assurance, comme quoi Le Pen ne dépasserait pas 15%, et au total il faisait 35%, etc. Bien, bon, aujourd'hui c'est pas le cas. Donc il y a un point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le vote Le Pen est un vote ordinaire. Plus il y a de gens autour de soi qui votent Le Pen, et plus on en parle, et plus c'est un vote ordinaire. C'était auparavant un vote extraordinaire, maintenant c'est un vote ordinaire. Il faut faire attention à ce que l'ordinaire ne gagne pas, parce que là, du coup... Bien, maintenant, deux points très vite, puis je reviens à votre question qui est très importante à mon avis. Sur les collectifs qui existent, il existe plein de collectifs qui font un boulot extraordinaire, enfin fantastique,
plein de gens qui sont, que je disais tout à l'heure, formidables. La question que je pose est simple, est-ce que cela suffit? Non. Donc, à partir de là, n'a-t-on pas besoin d'autres dispositifs en plus? Et la réponse, à mon sens, est relativement dans la question, parce qu'autrement, nous ne serions pas tout de même dans la panade où nous sommes, quoi. Et donc, il faut inventer. Hein. Et alors, on ne part pas de rien, heureusement, parce qu'autrement, hein, bon, on ne part pas de rien. Après, les marges de manœuvre, excusez-moi, je vous coupe, mais les marges de manœuvre se rétrécissent de plus en plus, quoi. Et elles vont se rétrécir plus encore au fur et à mesure que les lois sécuritaires, excuse-moi de les appeler comme ça, les lois de sûreté, enfin les lois de violence, enfin de violence policière plus exactement, et judiciaire, sont multipliées. Bon. Alors sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, donc comme je ne veux pas dire de bêtises sur des choses dont je n'ai pas étudié, je vais en dire le minimum. Mais c'est sûr que globalement, à partir du moment où vous inscrivez sur des trucs, ou s'inscrivent sur des trucs, des gens comme vous qui peuvent très bien n'y connaître rien, mais le dire avec une assurance, alors vous êtes dans une sorte de bulle, quoi. Une sorte de bulle, hein, qui peuvent être complètement fantasmatiques, mais qui devient extraordinairement réel au fur et à mesure que c'est répété par plein de gens qui sont aussi assurés que toi, et même encore plus, parce que machin l'a dit, que... Bien. Et donc ça peut avoir un effet de renforcement, oui, je pense, hein, d'affermissement des convictions. Bien. Alors sur d'autres points, et pour aller très très vite, bien. On a des arguments, on a des argumentaires. Pas plus tard que samedi soir, j'étais encore avec des gens qui votent Rassemblement National. Je développe un argumentaire. J'essaye de le faire pour que les gens soient... On buvait des bières, hein. J'essaye de le faire pour être entendu. Essayons de ne pas prendre un ton de prof, pas comme je vous parle là, ou etc. Bon, voilà. C'est très compliqué parce que les gens, à un moment donné, se ferment. Les gens se ferment comme si tu les agressais. Tu ne veux plus leur parler. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut aujourd'hui des passerelles, des intermédiations, des dispositifs qui rendent possible le fait qu'on puisse être ne serait-ce qu'écouté jusqu'au bout. Parce que moi, durant tout le temps où on bavardait sur l'insécurité, justement, et je me dis, ouais, oh, peut-être bien, ouais, peut-être, oh, oui, non, mais là, oui. Pour terminer par, ouais, mais enfin, il y a quand même trop d'insécurité. Putain, je suis nul, alors je suis pas très costaud, en même temps, c'est triste parce que c'est mon métier depuis très longtemps maintenant, donc bon, mais je dis pas que je suis brillant, mais enfin, loin de là. Mais à ce point, être pas entendu du tout, mais du tout. J'en ai parlé ensuite avec des gens qui étaient avec moi. Et le fait que les gens se ferment. Parce que tu les agresses quelque part. Parce qu'un noyau de certitude qui constitue un fil de plomb identitaire est attaqué. Et pour qu'ils aient le sentiment que ça ne va pas être attaqué, il faut que tu sois proche. Et vraiment proche. Et ça ne peut être que petit à petit, de petit à petit. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas de solution économique sans avoir les mains sales, il n'y a pas de raccourci, et il n'y a pas de courte durée quand les logiciels de l'extrême droite sont à ce point légitimés, devenus ordinaires et constitutifs d'identité sociale. Ce qui est en jeu, c'est l'estime de soi. Minimalement l'estime de soi, qu'importe ensuite que c'est un fondement en réalité, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là.
Tu prends un croyant catholique ou je ne sais quoi, chrétien ou j'en sais rien, les autres religions je ne connais pas, celle-ci je la connais malheureusement. Donc quelle preuve va-t-il avoir? Et alors on trouve bon, on va essayer d'en trouver, toute la philosophie pendant très longtemps, spiritualiste va essayer de trouver des preuves de l'existence de Dieu, etc. etc. Mais c'est assez mince en réalité. Bon, tu as plutôt l'expérience que Dieu, on n'a rien à foutre de ta gueule, que voir, il est quand même super méchant, que c'est un sale con, et que de toute façon tu peux essayer d'intercéder tant que tu veux, de toute façon il n'a rien à foutre de toi. Bon, les gens continuent à croire. Donc le problème n'est pas le statut de réalité, ni les preuves dans la matérialité ou dans l'objet. Bon, mais c'est ce que ça te ramène comme bienfait symbolique pour toi. Bref, comme estime de toi. Comme estime de toi dans un groupe, par exemple pour les catholiques, beaucoup, comme estime de toi. C'est une opération presque magique, où tu t'enchantes toi-même, d'une certaine façon. Tu t'enchantes toi-même des certitudes que tu peux avoir, même si c'est aucune matérialité de ces certitudes. Mais par contre, ça te sépare des autres. Des autres qui sont aperçus comme moins bien que toi. Donc si tu es moins bien que toi, c'est finalement que tu es bien, toi. Ou tout au moins pas si mal. Et c'est là où d'ailleurs, il y a un vrai savoir-faire des professionnels, on a assez peu parlé d'eux, des professionnels de la politique du RN. En étant propres sur eux, costume, cravate, etc. Ils sont très loin d'être cons. Ils flattent, ce qui a largement été travaillé, notamment par Richard Hogarth, sur la classe ouvrière britannique, mais aussi là, Gérard Rouget fait un papier très intéressant sur l'idée de la respectabilité en monde ouvrier. Beaucoup de gens, qui ont très peu, eh bien, disent, nous, on est quand même des gens bien. Et d'ailleurs, on est d'ailleurs peut-être mieux que ceux qui ont plus, on est des gens bien. Bon. Parfois, ça incite aussi à le soutenir à sa place, c'est-à-dire, on est des gens bien. Bon. Les enfants sont bien élevés, on est des gens bien, pas comme les autres. C'est l'idée de sa propre respectabilité. Mais pour maintenir l'idée de sa respectabilité, alors que tout, finalement, nous ramène, d'abord, on n'est respecté nulle part, et que tout nous ramène à une position qui est très effritée. Il faut nécessairement, d'un point de vue symbolique, fixer des gens qui sont moins bien que soi, plus bas que soi, plus louches que soi, suspects, etc. Et à partir de ce moment-là, oui, le vote est aussi cette opération symbolique, une sorte de magie électorale. Bon, on se fait du bien à soi, en fonction de ses conditions matérielles d'existence, j'en parlais. Donc tout ça est très compliqué. Donc sur la question que tu posais, j'étais jeudi dernier à Lille, aux Amis du Diplôme. Ils faisaient aussi le même type de rencontres, etc. Et un monsieur et sa femme de petite commune près de Lille, qui s'appelle Loos, L-O-O-S, de raconter ce qu'ils font eux. Je crois que la lutte contre le Rassemblement national sera un combat rapproché, close combat. Un combat, une lutte de classe, mais un combat rapproché. Tu vas saisir l'autre par le col. Et quoi? Que racontait-il? Il disait, nous, les gens autour de chez nous, ils votent Rassemblement national. On les invite, c'est ce que je dis, moi, sur les banquets, incluant le papier qui va sortir. On mange ensemble. On mange ensemble, comme ça, on ne dit pas on mange ensemble parce qu'on va parler de politique, non, on mange ensemble parce que c'est l'anniversaire de tel, on trouve un truc, c'est la fête des arbres, etc. On trouve un truc, bon. On mange ensemble, et puis en mangeant ensemble, on parle, pas nécessairement de politique, on parle de choses et d'autres, de trucs, on parle de trucs. On se revoit, puis on se revoit, puis on se revoit, puis on se revoit. Puis les gens bougent. Les gens bougent un peu. Parfois, il y a des allers-retours. C'est pourquoi je dis, moi je suis, vous disiez, vous êtes un peu pessimiste. Non, c'est totalement faux. Ah non, moi je suis pas pessimiste. Non, c'est vous qui me disiez. Ah oui, vous me disiez, vous êtes un peu pessimiste. Voilà, mais si vous voulez, je ne suis pas un peu pessimiste, je suis très pessimiste. Je suis extrêmement pessimiste. Simplement, le problème, c'est que j'aimerais bien être démenti.
par la réalité. Mais pour l'instant, quand je vois comment ça bouge et comment ça évolue, je vous assure, bon, malheureusement, hein, et donc je pense que ça sera long et qu'il pourrait y avoir des allées et des retours dans le n'importe quoi ou le mieux. C'est possible, ça. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que ces gens, il ne faut pas les laisser tout seuls. Voilà. Et que là, si on les laisse tout seuls, parce que, regardez, moi je suis un mec, exclusif, malheureusement, j'étais construit comme ça, je suis un mec, pas jeune, bon, blanc, hétérosexuel, j'ai tous les défauts, mais j'ai été construit comme ça, ce qui fait de moi un mec, blanc, pas jeune, hétérosexuel, avec une vraie solidité, je vous assure. Bon. Les gens qui sont construits sur le logiciel dont je parle, une fois qu'ils sont construits comme ça, vous voyez que ce ne sont pas aussi parfois des vrais cons. Oui, ce sont aussi parfois des vrais cons. Ils ont été construits comme ça. Alors comment on les déconstruit? On les déconstruit très progressivement, parce que une fois que vous avez été construit comme ça par plein d'expériences redoublées de vos conditions d'existence, je vous assure, il faudra plein d'expériences redoublées d'autres choses pour qu'ils soient déconstruits. Hein. Bon. Mais on essaye de ne pas les laisser aussi cons, parce qu'autrement, ils seront non seulement cons, mais à un moment donné, ils seront dangereux. Hein. Donc oui, on les considère non pas comme des monstres, mais comme des autres, j'allais dire nous-mêmes, pas nécessairement construits complètement comme nous-mêmes, mais avec des points d'accroche avec nous-mêmes, et puis les zones sur lesquelles il y a des contradictions ou des basculements possibles, on travaille à les faire, à un moment donné, un peu basculer. Effectivement, pessimisme de la raison, optimisme de l'action, bien sûr. Action qu'on a menée ce soir en commun, mais peut-être certainement trop dans l'entre-soi. Donc je vous invite à nous mélanger davantage avec les autres nous-mêmes, ceux qui sont un peu différents, mais que nous aurions pu être également, et que nous sommes peut-être des fois aussi en partie à l'occasion. Je voudrais remercier le camarade qui s'occupait de la sécurité. Merci à toi. Et voilà, et passe un plan de celle de Marielle. À nous tous, et nous dire à très bientôt. Peut-être Françoise, Sylvain, Pierre. Pour remercier Willy, bien sûr, et surtout pour nous inviter à changer nos pratiques, puisque nous avons compris que nos communiqués, nos bouquins, nos tribunes, en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sait bien faire avec nos jolis mots, et en pensant, étant très satisfait et satisfaite de nous, mais finalement ça ne sert plus à rien, si j'ai bien compris ta démonstration. Il faut se salir les mains, mouiller la chemise et faire, non pas dire, non pas donner des leçons finalement, parce que des leçons ils ne les entendent plus, et en revanche trouver des leviers d'action différents que nos modèles d'action traditionnels à nous, syndicalistes et associatifs. Donc, merci beaucoup pour cet enseignement. Et